Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, On n'arrêtait pas, on le prend comme ça. les anciens bâtonniers du barreau de Toulouse, Monsieur le bâtonnier Xavier Pêche de Lacloze, Monsieur le bâtonnier René Bouscatel, Monsieur le bâtonnier Jean-Henri Farnet, Monsieur le bâtonnier Jean-Paul Cotin, Monsieur le bâtonnier Bertrand Desarnaud, Madame le bâtonnier Monique Brocard, Monsieur le bâtonnier Jean-Luc Forger, Monsieur le bâtonnier Thierry Carrère, Monsieur le bâtonnier Jean-Marie Bédry, Monsieur le bâtonnier François Axisa, Monsieur le bâtonnier Pascal Saint-Génieste, Monsieur le bâtonnier Frédéric Douchez, Madame le bâtonnier Anne Forêt, Madame le bâtonnier Nathalie Dupont et Monsieur le vice-bâtonnier Éric Boyadjan, Monsieur le bâtonnier Manuel Furet. Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur le bâtonnier Pierre Dunac et Monsieur le vice-bâtonnier Frédéric Langlois, Madame le bâtonnier Caroline Marty d'Audibertière et Monsieur le vice-bâtonnier Thomas Neckebrock, Maître Aimé Cara, Maître Nathalie Dupont-Ricard, Maître Stéphane Soulas, Maître Catherine Benoît-Verlinde, Maître Véronique Lotte, Maître Alexandre Cormary, Maître Olivier Gann, Maître Laurence Monnier-Sayol, Maître Viridiana Fernandez Delpech, Maître Nadège Marty-Davis, Maître Agnès Dufetel-Cordier, Maître Jean-Damien Casanave, Maître Anne Panaille, Maître Jean-Marc Lacoste, Maître Stéphanie Boscari, Maître Jonathan Bomstin, Maître Adrien Leproux, Maître Pauline Labro, Maître Simon Arex, Maître Pierre Gontier. Mesdames et Messieurs, les secrétaires de la conférence du barreau de Toulouse, Maître Benoît Chinton, premier secrétaire de la conférence, Maître Clotilde Leroux, deuxième secrétaire de la conférence, Maître Valère El Alami, troisième secrétaire de la conférence, Maître Marjolaine Groutot, quatrième secrétaire de la conférence, Monsieur le lauréat de la petite conférence de l'école de formation des avocats, Monsieur Benoît Collier, Madame le bâtonnier et Monsieur le vice-bâtonnier du barreau de Toulouse, Madame le bâtonnier Sophie Coq et Monsieur le vice-bâtonnier Sylvain Laspal. Je déclare ouverte la 164e rentrée solennelle du barreau de Toulouse. Soif de liberté, fin de justice. Madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Président du Tribunal de commerce, Madame la Vice-présidente du Conseil de prud'homme, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Université de Toulouse-Capitole, Monsieur le doyen de l'École de droit, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre et ordres professionnels, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités civiles, militaires et religieuses, Monsieur le vice-président du Conseil national des barreaux, cher Manuel, Monsieur le vice-président de la Conférence des bâtonniers de France et d'Outre-mer, cher Pierre, Monsieur le président de la Conférence des bâtonniers du Grand Sud-Ouest, cher Frédéric, chers amis bâtonniers et vice-bâtonniers de la Conférence des 100 et de la Conférence des bâtonniers du Grand Sud-Ouest, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Monsieur le doyen du barreau de Saragosse, Mesdames et Messieurs les représentants des barreaux de Bologne et de Gand, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers amis. Votre présence ce jour est un honneur et démontre l'importance que nous attachons tous à cette tradition qu'est la rentrée du barreau. Elle souligne également l'intérêt porté à notre barreau, ainsi que la reconnaissance de l'importance cruciale de notre profession et de son histoire. La rentrée du barreau n'est pas simplement un rituel, c'est un souffle, une respiration collective, un instant suspendu durant lequel nous tentons de faire un état de la situation de notre justice et de notre profession au présent.
C'est un moment également où nous portons notre regard vers l'avenir, et l'avenir, ce sont nos jeunes, que je remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui. Madame la Première Présidente, nous vous remercions d'avoir accepté que cette séance de rentrée se déroule à nouveau cette année dans cette grande chambre chargée d'histoire, au sein de laquelle, depuis plus de 5 siècles, la justice est rendue. Certains magistrats ont rejoint les juridictions toulousaines. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants en terre d'Occitanie et avons eu notamment le plaisir d'accueillir Monsieur le Président du tribunal judiciaire ainsi que Monsieur le Procureur de la République qui ont pris, comme nous, leurs fonctions en ce début d'année. Nous les remercions pour la qualité de nos échanges lors de nos réunions mensuelles qui nous permettent d'évoquer l'ensemble des sujets de préoccupation du barreau, mais aussi d'entendre les difficultés auxquelles la juridiction est confrontée. Nous souhaitons également la bienvenue à Madame la nouvelle présidente du tribunal administratif, que nous remercions pour la richesse de nos premiers échanges qui augurent de la qualité de ceux à venir. La justice ne peut être rendue dans l'isolement. Elle est le fruit d'un dialogue constant, exigeant, mais indispensable entre nos deux professions qui, si elles incarnent des rôles distincts, poursuivent une même finalité, la vérité, l'équité et la paix sociale. Nous sommes les artisans d'une justice qu'il nous appartient de construire ensemble. Dans une société qui se fracture de plus en plus, qui oppose à tout va les uns aux autres, notre devoir est de demeurer vigilants afin que notre dialogue et nos échanges ne se tarissent jamais et demeurent constructifs. Notre mission est commune. Sans notre coopération, l'équilibre de la justice serait compromis. La confiance dont nos confrères nous ont honorés en nous portant à la fonction de bâtonnier nous confère le redoutable honneur de délivrer un message, notamment aux jeunes avocats, puisque cette rentrée est traditionnellement la leur. Alors, mes chers confrères, mes chers jeunes confrères, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons dans cette grande chambre où, il y a quelques mois, pour les plus jeunes d'entre vous, vous prêtiez le serment d'avocat, ce serment qui engage chacun d'entre nous sa vie durant. N'ayez crainte, mes chers jeunes confrères, même si dans notre discours vous allez nous entendre relayer certaines de nos inquiétudes, nous sommes pleins d'espérance et nous savons pouvoir compter sur vous pour relever les défis qui nous attendent. Vous avez embrassé une profession exigeante, porteuse de valeurs et de responsabilités majeures. Le serment que nous avons tous prêté, dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, constitue notre socle commun. C'est un signe de reconnaissance et d'appartenance qui nous ancre tous, quelle que soit la diversité de nos pratiques professionnelles, dans un corps à nul autre pareil, porteur de valeurs qu'il nous appartient de transmettre et de perpétuer. Ce serment, il engage chacun d'entre nous, non seulement devant l'institution judiciaire, mais aussi devant la société tout entière. Nous incarnons un idéal bien plus grand que nous, idéal derrière lequel nos petites personnes doivent s'effacer. Cet idéal, évidemment, c'est celui de la justice. Notre engagement s'inscrit dans la défense quotidienne de l'état de droit et la protection des droits fondamentaux, des missions plus que jamais essentielles dans un contexte où ces principes sont souvent remis en cause. Cet engagement qui est le nôtre, consubstantiel à l'exercice de notre profession et qui lui donne tout son sens, en fait, comme le disait Voltaire, le plus bel état du monde. C'est un métier de combat, d'exigence, mais aussi et surtout un métier profondément et essentiellement humain. Notre regretté confrère, le grand Henri Leclerc, parlait de fraternité et disait qu'être avocat, c'est aimer l'homme malgré lui. Il y a la vérité des faits, disait-il aussi, et il y a la vérité des êtres. Tout est dit là. Alors, mes chers jeunes confrères, ce métier est de plus en plus difficile et nous en sommes parfaitement conscients. C'est pourquoi nous avons fait en sorte de faciliter votre intégration. Comme nous nous y étions engagés,
une journée d'intégration des jeunes avocats a été organisée dès les premiers jours de notre mandat afin de vous accueillir dans notre maison commune. Nous rencontrons aussi personnellement et individuellement tous ceux qui le souhaitent. Enfin, depuis le 1er janvier 2025 et pendant les 2 premières années d'exercice professionnel, les nouveaux avocats seront par ailleurs accompagnés par un avocat référent désigné par le Conseil de l'Ordre. Permettez-moi à ce stade de remercier chaleureusement les membres de notre Conseil de l'Ordre qui nous entourent et sans lesquels rien ne serait possible. Merci à chacun d'entre eux. Toutes ces mesures sont destinées à vous signifier que vous n'êtes pas seuls et que nous sommes là, à vos côtés, pour vous accompagner et vous soutenir au besoin. Il s'agit de notre responsabilité et de notre devoir. Nous savons qu'être avocat en 2025, c'est exercer dans un monde où les repères vacillent, où les certitudes juridiques sont bousculées et où les tensions sociales, politiques, économiques ou environnementales rendent la mission de justice plus complexe, mais aussi plus essentielle que jamais. Être jeune avocat en 2025, c'est aussi être avocat dans un monde où le Conseil de l'Europe vient d'adopter le premier traité international visant à protéger la profession d'avocat. Nous pourrions nous en réjouir si cet instrument n'était pas le témoignage des attaques dont de nombreux avocats sont l'objet aux portes de chez nous. Alors oui, les temps sont incertains, oui, les défis sont nombreux, mais notre profession a toujours su se réinventer sans jamais se renier. Notre profession a toujours su s'adapter. Les défis, nous les connaissons, surcharge des juridictions, lenteur de la justice, pression des délais, solitude parfois. Notre système judiciaire est à bout de souffle et manque cruellement de moyens, tant matériels qu'humains. Il n'est un secret pour personne que les délais de jugement sont de plus en plus longs, que les sous-effectifs sont chroniques, ce qui provoque pour l'ensemble des acteurs du monde judiciaire un malaise de plus en plus important et, plus grave, une perte de sens. Juges, greffiers, avocats accomplissent leur mission dans des conditions de plus en plus difficiles que nous ne pouvons et ne devons pas taire. Les moyens consacrés à la justice sont malheureusement encore et toujours très largement insuffisants et ne permettent pas de répondre aux légitimes attentes des justiciables. Nous ne cessons tous, à notre niveau, de tirer la sonnette d'alarme sans pour autant que les choses évoluent. Les délais ne cessent de s'allonger et la confiance des citoyens dans leur justice s'érode. Perte de sens pour les professionnels, sentiment d'injustice pour les citoyens, la justice, facteur de paix sociale, n'est plus en mesure, le constat est implacable, de jouer son rôle comme il se devrait. Dans le même temps, et paradoxalement, alors que les délais d'attente pour rencontrer son juge et pour obtenir une décision se font de plus en plus longs, nous sommes, nous, avocats, mais nous ne sommes pas les seuls, contraints d'évoluer dans un monde qui nous impose des rythmes effrénés, totalement artificiels et déconnectés de la réalité humaine. Le bâtonnier Matteux, dans son discours de rentrée en 2001, parlait déjà de dictature de l'accélération du temps. Quel regard porterait-il aujourd'hui sur cette course folle qui est la nôtre, dont il y a 24 ans, il disait déjà, je le cite, qu'elle exerce une pression permanente, donnant à l'action une prépondérance sur la pensée, condamnée quant à elle à jouer les seconds rôles, faute de pouvoir se déployer dans une dimension temporelle indispensable. Il s'agit là d'un des défis de l'avenir. Prenez toujours le temps de la réflexion, mes chers jeunes confrères. Continuez de douter. C'est cela qui fera toujours la différence entre la machine et l'homme. Uniquement cela. Ne vous laissez pas dicter des réponses toutes faites. Alors, on traite l'urgence et ce qui ne l'est pas attendra. Des solutions sont recherchées pour réduire le recours systématique aux juges et ainsi tenter de désengorger les juridictions qui sont au bord de l'implosion. Une nouvelle mission d'urgence relative à la déjudiciarisation a récemment préconisé le transfert de certaines missions à des acteurs non judiciaires, tout en prônant toujours davantage
la force obligatoire des modes alternatifs de résolution des litiges. Il m'importe ici de rappeler que les avocats, sans attendre les modes alternatifs de résolution des litiges, ont toujours fait en sorte, dans la mesure des possibles, d'accompagner leurs clients vers un règlement amiable des litiges. Et les nombreuses transactions auxquelles ils participent en sont la démonstration. Alors oui, bien sûr, nous allons continuer de nous former encore davantage aux modes alternatifs de résolution des litiges, sans pour autant jamais renoncer aux garanties procédurales que seul un juge est à même de contrôler. Vous allez, jeunes avocats, vous emparer des opportunités et des nouveaux champs à explorer. Numérique, environnement, droit international. Vous allez réinventer, c'est certain, la relation client, moderniser la pratique, être plus agile, plus collaboratif, plus ouvert sur le monde que ne l'ont été les générations qui vous précèdent. Vous allez, mieux que nous, par le passé, aussi trouver, et c'est heureux, cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée, indispensable à la préservation de votre épanouissement et donc de votre santé. Mais la grande révolution, c'est évidemment celle du numérique, qui est en marche et dont tous les contours nous échappent encore. L'intelligence artificielle constitue pour notre profession à la fois un défi majeur qui pose des questions éthiques considérables, notamment s'agissant de notre secret professionnel, et en même temps une opportunité extraordinaire. Vous maniez déjà les nouvelles technologies avec lesquelles vous êtes nés et vous allez vous approprier ces nouveaux outils tout en préservant les valeurs essentielles de notre profession qui en font sa singularité. Ces nouvelles technologies, par l'automatisation des tâches répétitives, vont conduire à un gain de temps et nous permettre de nous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Soyons cependant toujours vigilants et ne perdons jamais de vue ce point d'équilibre fondamental qui consiste à toujours préserver à la justice sa dimension humaine, sans laquelle il ne pourra jamais y avoir de justice digne de ce nom. Ne cédons jamais devant tout ce qui éloigne les hommes les uns des autres. Autrement dit, et c'est l'impératif absolu, si l'idéal que nous poursuivons est bien celui d'une justice à dimension humaine et pas artificielle, ne cédons jamais devant ce qui déshumanise. Non aux audiences en visio. Non à la perte de nuances. Non à la délégation de l'analyse critique à des algorithmes. Non à la médiation en ligne, et j'en passe. La commission métier de l'avocat et intelligence artificielle du barreau, que nous avons créée lors de notre prise de fonction, est au travail et va prochainement présenter le fruit de ce travail aux membres du barreau. L'objectif est que chacun puisse détenir un même niveau d'information, puisse se former et bénéficier d'outils permettant de demeurer compétitif tout en respectant les normes de confidentialité et de sécurité. Enfin, plus que jamais dans un monde où les libertés sont fragilisées, l'avocat constitue un contre-pouvoir vital. Nous devons veiller à sauvegarder notre état de droit et la préservation du rôle fondamental des avocats, sans lequel l'état de droit ne serait qu'un leurre et la notion de démocratie un concept vidé de tout sens. Sans justice indépendante, sans défense libre, il ne peut y avoir ni paix durable, ni liberté véritable. Je me mets là. Les conflits s'étendent de partout, en Ukraine, en Israël, à Gaza, au Liban et ailleurs encore. La violence s'est généralisée. Elle tend à redevenir une norme universelle. Une nouvelle forme de gouvernement, celle des démocraties libérales, a vu le jour dans de nombreux pays qui font le choix de l'amenuisement des libertés individuelles. La montée des extrêmes à laquelle nous assistons depuis plusieurs années déstabilise nos sociétés. En France,
Les libertés reculent également. Nous sommes aujourd'hui submergés par ces voix qui, auparavant, ne bénéficiaient que de peu d'audience et qui ont désormais envahi le champ médiatique et politique. L'impératif sécuritaire a pris le dessus sur la protection des libertés qui ne sont que trop souvent restreintes au nom du besoin de sécurité. La France est à un tournant de son histoire. On assiste à un important phénomène de polarisation. Dans une société polarisée, les représentants de l'autre bord sont tenus pour irrationnels, dogmatiques et pétris de préjugés. On ne se parle plus, on se confronte. L'état de droit, les droits de la défense, le secret sont autant de principes qui sont remis en cause ouvertement devant un public presque acquis. Dans le débat public, de plus en plus de personnalités, ministres, parlementaires en particulier, remettent en cause les fondamentaux de l'état de droit ou certaines de ses modalités, notamment la hiérarchie des normes et la garantie des droits par la voie d'un contrôle juridictionnel assuré par des cours suprêmes. Cette crise de l'état de droit n'est pas spécifique à la France, mais elle s'est accentuée ces dernières années. L'état de droit suppose le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité devant la loi et l'indépendance de la justice. L'état de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Dans ce système, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures. L'avocat est acteur de l'état de droit. Il énonce l'existence mais aussi les limites de la norme. Il est porteur de valeurs qui tiennent du respect des droits et libertés. Il rappelle sans cesse l'État aux limites de son exercice de pouvoir. Il est une vigie de l'état de droit, il est le garant du respect des règles fondamentales. Il participe des équilibres des libertés publiques et des libertés individuelles, mais aussi de l'équilibre entre les libertés et les sécurités. L'avocat devrait aussi être le garant de la sécurité pour le politique lorsque celui-ci crée la norme. Son avis devrait toujours être sollicité et écouté par le législateur. L'état de droit est sacré et doit demeurer intangible. Chaque être humain est en droit d'attendre d'un État démocratique qu'un procès soit équitable, qu'une personne reste présumée innocente jusqu'à la reconnaissance de sa culpabilité, qu'aucune peine ne puisse être prononcée si elle n'est prévue par la loi, qu'aucune privation de liberté ne puisse intervenir sauf dans des cas précis et selon les voies légales, que la vie privée et familiale soit respectée, que la torture, comme les peines et traitements inhumains ou dégradants, soient interdits, que la liberté de pensée, de conscience et de religion soit respectée, que la liberté et l'expression soient garanties. En 2025, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales célèbre son 75e anniversaire. Adoptée à Rome en novembre 1950 par les 46 États membres du Conseil de l'Europe et entrée en vigueur en 1953, elle protège les droits humains et les libertés fondamentales de plus de 400 millions de personnes en Europe. La Convention est un texte plaçant la dignité de l'individu au sommet de la hiérarchie des valeurs protégées. La volonté des auteurs de la Convention était d'instituer un système de contrôle afin que le respect des droits et des libertés ne soit pas illusoire. Instituée en 1952, la Cour européenne des droits de l'homme s'assure du respect par les États des obligations résultant de la Convention. 75 ans après, la Cour est devenue un véritable organe judiciaire qui veille sur le bien commun de millions d'Européens, le respect de nos libertés les plus fondamentales. Depuis 1950, les garanties juridiques des droits de l'homme se sont heureusement accrues. Mais elles sont aujourd'hui fragilisées par plusieurs menaces, en particulier les attaques de ceux, ils sont nombreux dans le monde et en Europe, qui veulent faire primer la force sur le droit. Dans le contexte général de crise de l'état de droit et de remise en cause des droits humains en France et en Europe, de montée des nationalismes et de projets illibéraux, la Convention et le système conventionnel constituent depuis quelques années une cible privilégiée. Des attaques aussi violentes qu'infondées fleurissent de tous bords. La Convention est accablée de tous les maux, montée du terrorisme, dilution du politique, hypertrophie des droits subjectifs au détriment de l'intérêt général, immigration massive. La Cour, quant à elle, est aussi la cible d'attaques croissantes par ceux-là même qui s'en prennent aux juges nationaux
et plus largement à l'ordre juridique européen. Le 12 juillet 2024, une proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a été déposée au Sénat. Cette proposition de loi vise à lutter contre les narcotrafics, les considérant comme une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation. Les mesures proposées se concentrent sur le haut du spectre afin de ne plus se limiter à des opérations d'ordre public de type place nette. Le 29 avril 2025, le Parlement a définitivement adopté cette proposition de loi. Le 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a censuré totalement ou partiellement 6 articles de loi, dont celui imposant la visioconférence pour la comparution des personnes placées dans les prisons de haute sécurité. Cette décision démontre la légitimité du combat mené par la profession et ses élus. Cependant, certaines des dispositions de la loi comportent des risques importants pour les droits et libertés fondamentaux garantis sur le plan national, européen ou international. En appelant narcotrafic ce qu'il est d'usage d'appeler ou de qualifier de trafic de stupéfiants, le législateur ancre un terme dont l'irruption est à la fois récente et fulgurante. D'une occurrence proche de zéro dans les médias, l'emploi de ce mot a explosé à compter du début de l'année 2024. Du trafic de stupéfiants au narcotrafic, la bascule est à la fois sémantique et politique. En important en France un imaginaire latino-américain de cartels et de gangs, ce terme accompagne une politique du tout répressif. Il est évident que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue une nécessité impérieuse, dans la mesure où il génère une violence sans limite et une économie parallèle. Cependant, cette loi mise tout sur la répression sans s'attaquer aux causes du problème. Cette loi oublie totalement la prévention et les questions de santé publique. Cette loi prévoit une réforme du régime de la détention provisoire. Elle propose d'en rallonger la durée pour un certain nombre de délits, ce qui pose une série de difficultés. La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, de surcroît dans un contexte de surpopulation carcérale. Les prisons n'ont en effet jamais connu un tel niveau d'occupation. Le seuil de 80 000 personnes détenues a été franchi pour la première fois en novembre 2024 pour 62 385 places. Depuis, de mois en mois, le nombre de prisonniers continue de croître. Parmi eux, plus de 22 000 personnes sont des personnes en attente de jugement. Albert Camus disait « Une société se juge à l'état de ses prisons ». Nous pourrions aussi dire qu'elle se juge à la façon dont elle perçoit les personnes dont elle a la charge au sein des dites prisons. La personne détenue doit seulement, et c'est déjà beaucoup, être privée de sa liberté d'aller et venir. La surpopulation carcérale n'a pas pour seule conséquence de contraindre plusieurs personnes à partager une cellule de 9 mètres carrés en dormant sur des matelas au sol et d'y être enfermés près de 22 heures par jour. Elle a des conséquences à la fois sur les conditions de vie en détention, le travail et la sécurité des surveillants, mais également sur les conditions de réinsertion des personnes détenues. Cette surpopulation conduit à des conditions de détention indignes dans toutes leurs dimensions, infestation de rongeurs, de cafards et de punaises de lit, promenades limitées à 1 heure par jour, manque de personnel pénitentiaire d'insertion et de probation qui compromet le travail sur les faits et la peine, ainsi que la préparation à la sortie, insuffisance des effectifs de personnel de surveillance qui conduisent à l'installation d'un climat de violence. Les services de santé sont également dépassés et ne peuvent offrir une prise en charge à toutes les personnes vulnérables. Au-delà de ces conditions de détention, qui ne respectent pas la dignité des personnes détenues, c'est l'ensemble de leurs droits qui est impacté négativement par les effets de cette surpopulation. Cette réalité, dont les causes et les conséquences demeurent trop exclues du débat public, ne trouve pas de solution dans l'action publique, malgré les constats et alertes de nombreuses institutions françaises et les condamnations des juridictions internes et européennes. Il y a désormais urgence à mener des actions concrètes et d'ampleur pour satisfaire 3 exigences majeures: respecter la dignité des personnes détenues, garantir leur accès aux services publics et s'adapter aux besoins des personnes détenues particulièrement vulnérables.
Cette loi introduit aussi, et peut-être surtout, un mécanisme de procès-verbal distinct, isolant les preuves issues de la surveillance dans un dossier dit dossier coffre, inaccessible aux avocats et aux personnes mises en cause. L'existence de ce dossier coffre crée incontestablement une asymétrie entre l'accusation et la défense, compromettant ainsi les fondamentaux d'une justice équitable. Le Conseil constitutionnel a fort légitimement censuré, au nom du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, certaines dispositions qui permettaient de fonder une condamnation pénale sur des éléments de preuve recueillis dans des conditions ayant justifié le recours au dossier coffre. On ne peut penser de manière générale que la solution pourrait consister à évincer l'avocat de la procédure, ce qui revient à laisser sous-entendre qu'il est celui qui interdit l'enquête, celui qui gêne. Il s'agit là d'une erreur. De la même manière, laisser croire que l'avocat serait un danger pour les procédures est encore une erreur. Nous sommes aujourd'hui attaqués en raison de clients que nous choisissons de défendre. L'amalgame de l'avocat à son client fragilise l'indépendance de l'avocat et plus généralement l'état de droit. L'avocat n'est pas le complice de son client, il n'embolise pas non plus le processus judiciaire. L'avocat défend, son rôle est d'assurer à chaque citoyen, coupable ou innocent, le droit à un procès équitable. Il garantit le respect de la procédure, des droits de la défense et des principes fondamentaux qui protègent notre société. C'est une condition indispensable au respect de l'état de droit dans toute démocratie. Une nouvelle fois, à l'occasion d'un crime effroyable dans lequel sont impliqués des mineurs, les responsables publics ont choisi de répondre à la légitime émotion populaire en exposant leurs solutions pour répondre à un tel drame. Le Parlement a définitivement adopté le 19 mai 2025 une proposition de loi de Gabriel Attal pour, je cite, « durcir la justice des mineurs et responsabiliser les parents de mineurs délinquants ». Les raisons exposées au soutien de ce texte sont un concentré de poncifs et de contre-vérités. En effet, les magistrats ne sont aucunement démunis pour lutter contre la délinquance de mineurs, prétendument de plus en plus jeunes. Depuis 2021, le Code de justice pénale des mineurs permet déjà de juger vite par la voie d'une audience unique et d'incarcérer un jeune à l'issue d'une garde à vue dans l'attente de son jugement. La punition des mineurs rime d'ailleurs de plus en plus avec prison. Le nombre de mineurs détenus a en effet bondi de 34% en 3 ans, alors que la délinquance des mineurs, elle, n'augmente pas, elle aurait même tendance à décroître. En matière punitive, la justice est donc pour le moins armée. En revanche, ses moyens indigents sont largement insuffisants pour prétendre identifier, comprendre et résoudre les problématiques profondes des jeunes. Cette réforme a été initiée en réponse au retentissement médiatique d'une affaire criminelle d'une extrême gravité. Pourtant, elle viendra in fine durcir le traitement des délits de moindre gravité. Bref, une réforme inefficace contre la délinquance, mais aux conséquences dévastatrices pour notre justice. La profession dit depuis des semaines qu'en créant des comparutions immédiates pour mineurs, qu'en alignant dans certains cas leur responsabilité pénale sur celle des majeurs et en sanctionnant les parents en difficulté dans leur mission éducative, cette loi bouleverse la justice des mineurs dans ses équilibres. Le Conseil constitutionnel a censuré hier 6 articles clés de la loi, dont celui visant à ne plus appliquer l'atténuation des peines pour les mineurs au nom du principe fondamental reconnu par les lois de la République d'adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs. Fonder la prévention de la délinquance sur l'extrême sévérité des peines témoigne d'une méconnaissance des facteurs souvent multiples du passage à l'acte criminel. Il n'est pas davantage établi que rapidité rime avec efficacité. Les appels incantatoires à la sévérité conduisent toujours à l'adoption de lois plus répressives. Nos ministres successifs préfèrent changer la loi plutôt que de garantir l'application de la précédente. Ce volontarisme politique serait mieux employé
s'il s'attelait à la question essentielle du sens de la sanction, à redonner du temps d'accompagnement aux éducateurs, à permettre l'accueil des mineurs dans des lieux d'insertion ou en foyer lorsqu'ils sont extraits d'une famille ou d'un quartier criminogène, à permettre l'accès aux soins. Tels sont les besoins de la justice des mineurs. J'ai évoqué au début de mon propos le premier traité international visant à protéger la profession d'avocat. Permettez-moi d'y revenir juste un instant, non pas pour nous faire peur, mais pour nous rappeler simplement à notre devoir de vigilance. Il n'existe pas aujourd'hui de véritables chiffres officiels du nombre d'avocats gravement en danger dans le monde. Pourtant, chaque jour ou presque, des avocats sont assassinés, menacés, arrêtés, poursuivis parce qu'ils accomplissent leur mission. Après les journalistes, nous le savons, la profession d'avocat est la profession la plus menacée dans le monde. Plus l'état de droit recule et plus les menaces pesant sur les avocats s'accentuent. La Convention sur la protection de la profession d'avocat, qui a d'ores et déjà été ratifiée par la France, ce dont nous pouvons nous réjouir, souligne le rôle fondamental des avocats dans la défense de l'état de droit et vise à renforcer le cadre juridique international en vue d'assurer la liberté d'exercice de la profession d'avocat. Regardons juste un instant autour de nous. À nos frontières, des confrères vivent la perte progressive de leur liberté d'exercer, la criminalisation de leur mission, la mise au silence de la défense. En Tunisie, depuis l'instauration d'un régime d'exception en 2021 et les atteintes à l'indépendance de la justice, la répression à l'encontre de nos confrères s'est accrue. À l'heure où je vous parle, notre consoeur Sonia Damani, pour s'être simplement exprimée librement, a été interpellée au sein même de la maison de l'avocat de Tunis par une vingtaine de policiers encagoulés et est emprisonnée depuis le mois de mai 2024 dans des conditions absolument indignes. En Turquie, des avocats sont poursuivis, emprisonnés. Leur engagement en faveur des droits de l'homme leur vaut d'être traités comme des ennemis de l'État. Les procès sont inéquitables, les détentions arbitraires, les pressions constantes. Un cap totalement impensable jusqu'alors vient encore d'être franchi le 14 janvier 2025. C'est une procédure de destitution qui a été lancée cette fois à l'encontre du bâtonnier d'Istanbul et des membres de son Conseil de l'Ordre, poursuivis pour propagande terroriste et diffusion publique de fausses informations. Des poursuites pénales ont également été engagées à leur encontre. Ce qui leur est reproché, un communiqué du Conseil de l'Ordre rappelant les règles relevant du droit international humanitaire et sollicitant la mise en place d'une enquête à la suite du décès de 2 journalistes en zone de guerre. Un but poursuivi, empêcher le barreau d'Istanbul d'exercer son droit fondamental à la liberté d'expression, garanti pourtant par les textes internationaux et les principes régissant la profession d'avocat. Le 21 mars 2025, le tribunal civil d'Istanbul a destitué M. le bâtonnier Ibrahim Kaboglou et les membres de son Conseil de l'Ordre de leurs fonctions. Les 28 et 29 mai 2025, les mêmes ont comparu devant une cour criminelle et ne seront fixés sur leur sort qu'au mois de septembre prochain, à l'occasion d'une nouvelle audience. Ils encourent tous des peines d'emprisonnement pour avoir simplement usé de leur liberté d'expression. Nous nous sommes rendus avec M. le vice-bâtonnier à Istanbul dans le cadre d'une mission avec une importante délégation internationale pour soutenir le bâtonnier et nos confrères turcs à l'occasion de leur comparution devant la cour criminelle. Que vous dire de plus, sinon que c'est une leçon de courage que nous avons reçue. Nos confrères affirmant devant la cour que si défendre l'état de droit est un crime, alors ils ne cesseront de le commettre. Leur courage,
Leur dignité en font des modèles pour chacun d'entre nous. Leur combat est celui de la justice et de la liberté. Je vous livre, pour incarner peut-être mieux encore ce qui y est, un passage de la correspondance manuscrite qui m'a été remise par le bâtonnier d'Istanbul à l'occasion de notre venue, qui s'adresse, au travers de ma personne, à l'ensemble de notre barreau. Chère Sophie Koch, c'est avec une émotion sincère que je m'adresse à vous, au nom du barreau d'Istanbul, à l'occasion de votre venue parmi nous. Votre présence à nos côtés, pour assister aux audiences pénales nous visant, revêt une portée immense, humaine, déontologique, confraternelle. Depuis toujours, vous êtes fidèles dans votre engagement, chaque fois que la justice chancelle et que nos confrères sont injustement poursuivis. Votre solidarité ne connaît ni frontières, ni lassitude, et nous en mesurons toute la valeur. En organisant un colloque à l'occasion de votre venue autour de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection de la profession d'avocat, nous avons voulu donner à cette rencontre une dimension plus profonde, non seulement de résistance, mais aussi de réflexion commune sur les valeurs qui nous unissent et que nous défendons. Soyons fiers d'appartenir au peuple des avocats du monde, a écrit dans l'une de ses chroniques le bâtonnier Pascal Saint-Geniès. Nous pouvons assurément l'être. L'histoire nous enseigne que les atteintes aux libertés ne surgissent pas toujours brutalement. Elles s'installent parfois insidieusement, au détour d'un texte, d'une réforme, d'une urgence. Et c'est précisément parce que nous vivons dans un état de droit que nous devons être les premiers à en défendre les fondations. Liberté et justice, telles sont nos valeurs fondamentales, tel est notre engagement, telle est notre mission. Nous pensons à ceux qui nous ont quittés depuis notre précédente rentrée. 4 consoeurs et 4 confrères. Jeunes confrères, ce devoir de mémoire est important, avocat étant un métier de transmission. Le premier fut François Xuereb. Né le 23 avril 1967, il est décédé le 17 juillet 2024. Notre confrère avait prêté serment le 3 décembre 1992. Il avait débuté comme collaborateur chez Maître Simon Cohen, puis chez Maître Mercier et s'était ensuite installé. Élu lauréat de la conférence du stage en 1995, il était spécialiste en mesures d'exécution. Nous adressons à ses proches et à son fils, Gabriel, les pensées d'un barreau reconnaissant. Hélène Duby-Fontano. Née le 3 septembre 1947, elle est décédée le 2 août 2024. Notre consoeur avait prêté serment le 13 décembre 1976. Elle était avocat honoraire depuis le 3 juillet 2007. Fille du bâtonnier Maurice Duby et sœur de Françoise, elle avait été collaboratrice chez son père. Animatrice appréciée des revues de l'UJA, car vraie meneuse de revue, elle demeure dans notre souvenir et surtout dans notre cœur. Catherine Sagné-Cepède. Née le 10 janvier 1946, elle est décédée le 17 septembre 2024. Notre consoeur avait prêté serment le 19 décembre 1968. Elle avait obtenu l'honorariat en 2024. Elle avait immédiatement adhéré à ce qui était à l'époque l'amicale des avocats honoraires, dont elle fut un membre assidu. Elle laisse 4 filles. Spécialiste en droit du travail, ses plaidoiries aussi passionnées que limpides étaient construites en termes ciselés, car elle avait une vaste culture, ce qu'elle avait d'ailleurs démontré en étant une brillante candidate de l'émission Question pour un champion. Ceux qui l'ont connue garderont pour cette consoeur amène, engagée et courageuse, un souvenir précieux.
Cézanne, né le 10 août 1947, nous a quittés le 4 février 2025. Notre confrère avait prêté serment le 6 décembre 1979 et avait été membre de notre Conseil de l'Ordre. Maître Cézanne pratiquait le droit social au sein du cabinet Fidal. Il était toujours resté proche de notre barreau en sa qualité d'avocat honoraire. Maître Cézanne était un homme curieux de tout, de musique, d'histoire, d'une grande ouverture d'esprit et qui aimait également l'humour. À sa famille et à ses amis, le barreau renouvelle ses condoléances. Pierre Delperrier, né le 1er janvier 1937 et décédé le 11 mai 2025. Notre confrère avait prêté serment le 6 décembre 1997. Il avait commencé sa carrière comme directeur des impôts et c'est donc tout naturellement dans la matière fiscale qu'il a exercé la profession d'avocat. Il était passionné de chevaux et s'adonnait également à la peinture. Il nous a été rapporté qu'il répétait toujours « Il ne faut rien lâcher, nous sommes le dernier rempart contre l'arbitraire et les protecteurs de l'état de droit ». À sa famille et à ses amis, le barreau de Toulouse présente ses condoléances. France Adine Flamand, née le 13 novembre 1938 et décédée le 21 avril 2025. Notre consoeur avait prêté serment le 24 août 1977 et s'était vue accorder l'honorariat. Elle était spécialiste du droit des affaires et en particulier du droit et de la fiscalité des coopératives dans le cadre d'un groupe international qu'elle a régionalement dirigé. C'était une avocate d'affaires respectée, accomplie et reconnue. Fidèle en amitié, elle a porté le flambeau du barreau de Toulouse et du droit des affaires bien au-delà de nos Pyrénées pendant plus de 40 ans, en ayant, et pour toujours, un regard avant-gardiste et prospectif. Le barreau de Toulouse, par ma voix, renouvelle à sa famille et à ses amis nos sincères condoléances. Olga Kossad, née le 12 juillet 1951, notre consoeur nous a quittés il y a moins d'une semaine, le 14 juin 2025, alors qu'elle se trouvait à Tahiti, où elle s'était installée. Elle avait prêté serment le 13 décembre 1982 et après avoir démissionné en 2011, s'était vue accorder l'honorariat en 2012. Elle exerçait principalement en droit immobilier. Elle était de ces personnes passionnées, généreuses, aimant la vie. Installée à Tahiti, elle s'est beaucoup investie pour le droit des femmes, la liberté. Elle était une femme engagée. À sa famille, et notamment à ses 2 fils et à ses amis, le barreau de Toulouse présente ses condoléances. Antoine Toé. C'est un tout petit peu plus compliqué pour moi. Né le 10 août 1962, Antoine est parti rejoindre les étoiles le 9 mars 2025. Je vais me remettre. Il avait prêté serment le 2 décembre 1991. J'ai eu cette immense chance de partager avec Antoine 13 années de notre vie d'avocat qui ont forgé une amitié pour la vie. Il était un avocat brillant, d'une intelligence rare, modeste et humble. Sa générosité sans faille, sa bonté profonde, son humour contagieux, son humanité étaient une lumière dans ce monde et un modèle. Il me manque déjà terriblement. Je renouvelle à sa famille et ses amis, au nom du barreau, nos sincères condoléances. En sa séance du 19 novembre 2024, le Conseil de l'Ordre du barreau de Toulouse a désigné les 4 secrétaires de la conférence pour l'année 2025. Monsieur Benoît Chenton, premier secrétaire de la conférence, médaille d'or, prix Alexandre Fourtanier. Madame Clotilde Leroux, deuxième secrétaire de la conférence, médaille d'argent, prix Henri Ebelot. Monsieur Valère El Alami, troisième secrétaire de la conférence, prix Joseph Lomont-Perronnet. Madame Marjolaine Groutot, quatrième secrétaire de la conférence, prix Françoise Duby. Les élèves de l'École des avocats ont également participé à un concours d'éloquence qui a été brillamment remporté par Benoît Collier. Ça fait du bien, les applaudissements. Le premier secrétaire a intitulé son discours « Éloge de la dissonance ».
Monsieur le Premier secrétaire, vous avez la parole. Allez. Regardez, face à vous, notre maison de justice. Depuis la source du quartier Saint-Michel se dresse un orgue de verre et de briques immense. 56 tuyaux de plexiglas vibrants d'un souffle silencieux. Avancez. Vous ne passez pas simplement une porte, mais vous pénétrez dans un instrument. Un instrument dont chaque couloir est une anfractuosité de son, chaque salle une chambre de résonance où s'élèvent les voix de la justice. Entrez. Dans l'ombre sacrée d'un palais se joue une musique, lourde, puissante. Une machine souffle l'ostinato, lancinant et perpétuel de la justice rendue chaque jour, sans relâche. En salle 1, opus 4, salle D58, opus 9, autant de scènes où s'interprètent les différentes partitions de cette œuvre répétée, parfois grave, parfois grotesque, mais toujours sérieuse. Madame le bâtonnier, Monsieur le vice-bâtonnier, Mesdames et Messieurs les secrétaires et anciens secrétaires de la conférence, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, mes chers confrères, écoutons la juste note de la justice. Pénétrons dans cet orgue où se jouent ces airs. Les spectateurs auditeurs sont là, silencieux. Pour le retraité, c'est la chanson qui divertit, c'est aussi celle du souvenir. Assis sur un banc trop dur, mais si familier, il écoute les motifs du passé pour jouer au présent. Pour le collégien, venu en troupeau, c'est la nouveauté que l'on est forcé d'écouter. Pour le justiciable, enfin, c'est l'angoisse d'un morceau mal exécuté. Les musiciens sont en place, concentrés. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le prélude d'un dossier 1000 fois entendu, les mêmes thèmes, les mêmes variations, mais jamais tout à fait la même exécution. À l'instar d'une pièce baroque, il n'y a pas de chef d'orchestre, pas de baguette autoritaire, ni même, regrette le collégien, de marteau pour faire évacuer la salle. Seulement un président, premier violon, qui pose le tempo et qu'on regarde pour savoir quand respirer, quand s'interrompre et quand reprendre. Des assesseurs violoncelles, discrets, avec un regard qui pèse et qui donne de la profondeur à l'interprétation. Un greffier clavecin qui garde le fil de la basse continue. Vient s'ajouter un instrument connu de tous. Ce n'est pas le plus beau, mais il vient en nombre au Palais des Airs. Il attend systématiquement son moment. Il écoute la tonalité générale et observe les tensions et les silences. C'est un bloc lourd, une robe noire qui n'est jamais la même, parfois d'un vernis laqué, parfois terne et monotone. C'est un piano d'une seule touche blanche. Elle est d'ivoire ou de plastique, suivant les moyens du musicien. On a l'enrobage que l'on mérite. Une touche avant la tête qui, par un doigt délicat, actionne le petit marteau et frappe l'une des multiples cordes en métal et fait vibrer la note. Il chante en harmonie ou pas. Parfois il dissonne. Alors vous entendez la dissonance de l'avocat libre, de la défense qui grince, de la parole qui dérange, mais qui protège. Cette fosse d'orchestre, nous la trouvons ici, à la Grande Chambre, mais aussi ailleurs. À Paris, un orgue est assimilable à un ogre, tant il pèse par son poids, tant il avale des sons, des cris, des pleurs. Le 13 mai 2025,
la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris rend une première symphonie et propose un air nouveau. L'orgue conteneur rend un des jugements les plus attendus à l'encontre d'un acteur des plus connus. Celui qui a brillé dans tous les matins du monde ramène sa viole de gambe et frotte son archer. Un instrument à cordes qui a connu ses heures de gloire, mais qui, aujourd'hui, est tombé dans le passé. Enfin, nous faisons le procès de Gérard, joueur de viol invétéré. La pièce est particulièrement mouvementée. La défense se part d'un magnifique piano à queue, gominé, noir, de marque Jérémiade. Son enrobage annonce un éclat qui ne brille peut-être pas par un jeu animé de tact, mais ses touches frappent comme il faut et sonnent un contrepoint qui dérange plus qu'il n'agace. L'audience symphonique est longue, 4 jours, où notre pianiste jazzman balance ses notes et des notes. S'ensuit pour les violons victimes des sanglots longs, brisés. Le piano s'arrête, l'orgue du palais reprend sa partition, la sentence tombe. Gérard Depardieu est coupable d'agression sexuelle, condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et son nom est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Jusque-là, la musique est classique. Des petites notes se font toutefois entendre. Dans leur motivation, les juges retiennent un concept nouveau pour le peuple français. Un air déjà joué ailleurs, mais qui vient d'arriver à nos oreilles. Celui de la victimisation secondaire. Lisons la partition, il faut le dire que c'est étonnant. Le tribunal considère que les parties civiles ont été confrontées à une défense particulièrement offensive, reposant sur l'usage répété de propos manifestement inutiles à l'exercice des droits de la défense et destinés à les heurter. Ce dénigrement objectivable, constitutif d'une victimisation secondaire, a engendré un préjudice distinct de celui de l'infraction elle-même. Des propos manifestement inutiles à l'exercice des droits de la défense. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous le savions déjà, le vacarme de la procédure judiciaire peut lui-même devenir une nouvelle source de souffrance pour la victime. La victime ne subit pas seulement l'acte criminel, elle subit aussi les conséquences du traitement judiciaire de son affaire, sa longueur excessive ou le manque de considération de la part des acteurs judiciaires. Mais cette fois-ci, notre piano à queue serait-il allé trop loin ? Oui, selon le grand orgue, et puisque le préjudice de la victime est secondaire, la sanction est double. La viole de gambe sera condamnée au versement de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation des conséquences du comportement de son avocat. Que pensez-vous de cette musique de chambre ? Bof. Pourtant, nous avions un orgue de barbarie qui avait enfin cessé de tourner sa manivelle en boucle et de déverser sa ritournelle lancinante. Il a tenté d'innover, ou plutôt, il a accepté de s'inspirer, une fois n'est pas coutume, du tambour européen des droits de l'homme. Au détriment de quoi ? Au détriment de qui ? Cette motivation devient un nouveau lead, des propos manifestement inutiles à l'exercice des droits de la défense. Est-ce au tribunal de juger ce qui doit être utilement joué par l'avocat ? Ou est-ce à l'ordre des pianos de sanctionner l'écart et les fausses notes ? La musique de l'avocat est nécessairement dissonante. Elle frotte et dérange. Elle fait grincer les lames du parquet et donne la nécessaire secousse au diapason de la justice. Indispensable dissonance qui empêche le grand manège de tourner dans le vide, dans une ronde parfaitement accordée, mais désespérément sourde.
Il en va de la liberté, de l'indépendance d'un instrument qui, depuis toujours, peine à se faire entendre convenablement. Indispensable indépendance qui offre une liberté de plaider ou de choisir dans une palette de tessiture entre la connivence, qui agace l'oreille, ou la rupture, qui dénote. Cette liberté n'est pas un privilège, mais une garantie fondamentale du procès équitable. Il n'appartient pas à un tribunal de dire ce qui est utile ou non pour les droits de la défense. De la même manière qu'il n'appartiendra jamais à l'avocat de jouer faux, auquel cas il ne serait plus digne d'être un instrument. Il ne saurait être sourd et aveugle face à l'émotion des victimes, mais seul son ordre, rythmé par la baguette du bâtonnier, doit être en mesure de sanctionner son écart et ses fausses notes, sanctionner la parole a posteriori par un détour, c'est affaiblir toute la défense et plus encore, c'est soumettre la justice à l'unisson. Un jour viendra, peut-être, où l'on exigera que l'avocat ne choque plus personne. Ce jour-là, il n'y aura plus rien à défendre. Ceci n'est pas un discours, c'est une mise en garde. Je suis toutefois rassuré, mesdames et messieurs, car notre justice toulousaine n'est pas en reste. Je dirais même qu'elle est courageuse. Oui, je le dis, elle n'est pas couarde et semble apprécier cette dissonance. Nous aurons tout à l'heure, dans cette salle, des chants qui seront accompagnés d'un piano. Et je suis fier de voir une magistrature qui accepte d'affronter cette rentrée, venir au premier rang pour entendre les discours de bâtonniers et de secrétaires, ainsi que quelques notes d'un vrai piano. Enfin, vrai piano, ironie du sort, nous avons appris par la première présidence que, pour la Grande Chambre, le poids d'un piano risquerait d'abîmer le parquet. Est-ce qu'à Toulouse, le parquet est trop fragile pour un piano? Je n'en sais rien. Nous avons cependant évité la catastrophe, protégé le banc et l'arrière-banc de nos meilleurs éléments. Le sol est sauf, le parquet est indemne, nos sensibilités aussi, car nous avons installé ce magnifique piano électrique, plus léger, sans queue, moins lourd, peut-être moins frissonnant, peut-être aussi l'annonce d'une justice plus à la pointe, intelligente, sans être trop artificielle. Gardons alors ces airs en tête. Répétons ce leitmotiv où nous disons préférer la défense dissonante à un silence complice. Acceptons la parole qui grince dès lors que nous pouvons la contredire. Peut-être gardons un seul instrument, celui de la voix, protégé par la voûte palatine. Tant que cette note existe dans le palais de notre bouche, l'état de droit peut encore vibrer. La seconde secrétaire a intitulé son discours « Plus rien à prouver ». Madame la deuxième secrétaire, vous avez la parole.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'expérimentation de la justice conformiste. Dans le contexte politique sensible actuel, marqué par la montée d'un populisme antijudiciaire, nous avons souhaité mener une expérience afin que la justice se conforme à ce que pense l'opinion publique. Œuvrer pour le bien et rendre une bonne justice. Dans ce tribunal fictif, l'opinion publique règne en despote et muselle tous les intervenants judiciaires qui sont tenus de lui obéir au doigt et à l'œil. Devant elle, les avocats sont devenus des paillassons. Ternis par le temps, ramollis par les échecs, la bien-pensance peut allègrement s'essuyer les pieds sur leur robe noire. De leur côté, les magistrats se sont métamorphosés en de serviles tapisseries d'apparat, somptueux décors qui mettent parfaitement en valeur les décisions prises par la société. Sur ces nobles textiles sont brodés en lettres d'or le nouvel adage de la justice conformiste. Nous sommes ici pour faire le bien et surtout pour le faire bien. Madame le bâtonnier de l'ordre des paillassons, Monsieur le vice-bâtonnier, mes chers confrères, chers paillassons, chères paillassonnes, Mesdames, Messieurs les anciens secrétaires, Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, nous allons illustrer cette expérience avec le cas de Daniel C. Daniel est le directeur d'un collège privé catholique du 16e arrondissement de Paris. Au terme de 50 ans de carrière dans l'enseignement, un adolescent de 14 ans, turbulent, qui était sur le point de se faire exclure de l'établissement, vient de porter plainte contre lui pour des attouchements sexuels et il clame son innocence. Daniel, c'est votre jour de chance. Vous allez être notre premier candidat dans l'expérimentation de cette justice conformiste. Les règles sont simples. Dans ce dossier, il n'y a rien, aucun témoin. C'est parole contre parole, mais encore faut-il que les paroles se valent. La victime vous dénonce. Elle peut s'indigner de vos propos et dire que vous mentez, mais vous, de votre côté, vous ne pouvez pas dire qu'elle ment, car ce n'est pas dans l'air du temps. Présumez quoi? Innocent? Enfin, comment pourriez-vous être innocent alors qu'il n'y a précisément pas de témoin de votre innocence? Mais ne vous en faites pas, Daniel. Vous pouvez être assisté par un avocat paillasson. Daniel se tourne alors vers celui qui vient de prendre la parole avant moi, la jeune serpillière au poil doux et soyeux, monsieur le premier secrétaire. Maître Paillasson cite l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 consacrant la présomption d'innocence. Un peu risqué, maître. 1789, c'est malheureusement un argumentaire un peu daté et il serait temps d'évoluer. De nos jours, soutenir l'innocence du prévenu, c'est sous-entendre que la victime est malhonnête. Or, les principes de la victime conformiste piétinent désormais ce type de défense. Certains propos sont devenus inaudibles par la société. Il n'est plus possible d'entendre que la victime puisse mentir ou, pire, de la qualifier de mythomane. Maître Paillasson, vous avez conté tout à l'heure la mésaventure survenue à l'avocat de Gérard Depardieu. L'acteur, reconnu coupable d'agression sexuelle, a été condamné à indemniser les victimes à hauteur de 1 000 € au titre de la victimisation secondaire, en raison des propos, je cite, manifestement inutiles, tenus par son avocat. Que cela vous serve de leçon. Au sein de la justice conformiste, les avocats sont invités à s'autocensurer dans leur propre intérêt, mais surtout dans celui de leurs clients. Nous vous conseillons donc de fermer la porte à toute défense hardie et de vous aplatir comme un paillasson pour épouser les formes du parquet. Mais voyons, Daniel, qu'attendiez-vous au juste de la part de votre avocat? Qu'il soit un peu téméraire et courageux? Qu'il se transforme en chevalier des droits de la défense? Enfin, regardez-le. Déjà, c'est un homme, un lâche. Comment pourrait-il soutenir des choses pareilles face à une victime? De plus, votre avocat redoute vivement de faire l'objet d'un article dans Mediapart, ou pire, d'une publication compromettante relayée sur LinkedIn, temple de la bien-pensance. Cette mauvaise publicité viendrait immanquablement ternir la réputation de Maître Paillasson, dont le nom serait couvert de boue. Mais rassurez-vous, l'avocat Paillasson a plus d'une paille à son arc. La société consent encore à ce qu'on puisse plaider la personnalité, c'est-à-dire tenter de diminuer la peine en raison du caractère honorable du prévenu.
Alors Daniel, reprenons votre dossier. Vous êtes un ancien directeur d'un collège privé, catholique, très sélectif à Paris. En pleine affaire Betaram? Ça ne sent pas bon, Daniel. Vous êtes parfois qualifié de directeur aux méthodes autoritaires? Ça ne sent pas bon, Daniel. Vous étiez également ancien directeur du lycée Stanislas qui a déchaîné la chronique après des accusations de dérives homophobes et sexistes. Vous aviez pris des positions contre le mariage pour tous en 2013? Ça ne sent pas bon, Daniel. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, le contexte politique et médiatique peut influencer une décision de justice. Le procès continue. Le tribunal entend maintenant l'expert psychiatre, Dr Moquette, ayant pour mission d'examiner la victime. Dans son rapport, ce docteur spécialiste a pris une position bien consensuelle. Il conclut que l'examen de la victime ne permet ni de confirmer ni d'infirmer les dires de l'intéressé et ne sont pas incompatibles avec les faits allégués. Voilà qui est joliment dit, monsieur l'expert. Le tribunal vous remercie pour cette analyse fine, précise, particulièrement utile et indispensable à ce procès. Les magistrats tapisserie pourront désormais affirmer que la victime ne peut pas mentir, puisque l'expert ne l'a pas suggéré dans ses conclusions. En somme, voilà un cercle vertueux qui permettra de renforcer la conviction profonde de la société. N'est-ce pas merveilleux? Le tribunal appelle désormais à la barre les 12 témoins cités en faveur de l'ancien directeur d'établissement. Ces témoins, anciens élèves ou membres du corps professoral, affirment leur sidération face aux faits dénoncés. Ils disent n'avoir jamais entendu Daniel C. tenir des propos douteux ou avoir des gestes ambigus. En 50 ans de carrière, pas un seul témoignage pouvant corroborer celui de la victime. Toutefois, certains élèves affirment que Daniel C. les aurait sermonnés au sujet de la consultation de sites pornographiques en rappelant que la masturbation était un péché. Attention Daniel, dans la justice conformiste, il y a des choses qui sont OK et d'autres qui ne sont pas OK. On va voir si vous maîtrisez les règles. L'Assemblée nationale organise des débats pour interdire l'accès à la pornographie aux mineurs. Ça, c'est OK ou c'est pas OK? C'est OK. Mais lorsque ces propos viennent d'un directeur d'établissement catholique intégriste, seul dans un bureau avec un élève, non, ce n'est pas OK. C'est moralisateur et suspicieux. Parler de sexe avec les jeunes, c'est OK ou c'est pas OK? Alors, ce n'est pas toujours OK. Voyez plutôt le TikToker Adé Laurent qui est tenu de s'expliquer devant une commission d'enquête parlementaire. Et ne pas parler du tout de sexe avec les jeunes, c'est OK ou c'est pas OK? Non, ce n'est pas OK non plus, puisque les jeunes ont droit à une éducation sexuelle au collège et c'est important. Est-ce que c'est bon pour vous? Nous allons maintenant entendre le procureur de la République du consensualisme. Le parquet est un revêtement de sol intemporel, mais dans la justice conformiste, la tendance du moment est au parquet de chêne. Rustique, avec ses lames robustes, il formule des réquisitions solides et vigoureuses. L'acoustique y est bonne puisqu'on y entend parfaitement résonner les cris d'indignation de l'opinion publique. Le procureur de la République du consensualisme prend alors la parole. Il rappelle que pendant trop longtemps, la justice a étouffé les cris de milliers de victimes d'agressions sexistes et sexuelles. Il dénonce avec l'opinion publique les parquets flottants, ceux qui manquent de fermeté et qui gangrènent l'institution judiciaire, avec un taux de 86% de classement sans suite. L'heure est enfin venue de mettre un terme à ces siècles d'injustice. Oser remettre en cause la parole d'une victime équivaut à toutes les faire taire. Il rappelle à Monsieur le Président des tapisseries que les statistiques sont de son côté. Selon certains sondages, entre 2 et 10% des plaintes seraient fausses, ce qui nous laisse entre 90 et 98% de chances de ne pas faire d'erreur en entrant en voie de condamnation. Les statistiques encore. Dans ce dossier, après 3 ans d'instruction et 2 jours de procès, il serait parfaitement impossible d'admettre qu'il n'y a pas assez de preuves. Les tapisseries savent mieux que personne que la justice manque de moyens. Aucune relaxe ne devrait être prononcée. Autrement, il pourrait leur être reproché d'avoir gaspillé l'argent public. Donc certes, il n'y a pas grand-chose dans le dossier, mais ne pouvant décidément pas requérir une relaxe, il requiert une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Pour finir, la parole est à vous, maître Paillasson. Rappelez-vous, l'avocat ne peut pas dire que la victime ment. Pour plaire à la société, sa défense doit rester policée et très conformiste.
Monsieur le Premier secrétaire, soyez donc doux comme un agneau et dépourvu d'agressivité. Ici, nous n'aimons pas les avocats qui ont les dents qui rayent le parquet. Rassemblant son courage à deux mains, Maître Paillasson se lance d'abord dans l'exploitation d'une faille technique du dossier. C'est avec une habileté de gros baveux, dont lui seul a le secret. Et il fait valoir qu'il est peu vraisemblable qu'après 50 ans de carrière paisible dans l'enseignement, Daniel C., âgé de 71 ans au moment des faits, et qui ne souffre bien entendu d'aucun trouble érectile, soit soudainement entré en état d'excitation dans son bureau en présence du jeune homme. Bon, sentant que malheureusement cet argument de raison n'a guère impressionné l'opinion publique, Monsieur le Premier secrétaire, dont l'éloquence n'a de mesure que sa bravoure, s'emporte alors avec grandiloquence. Qui dit grand principe, dit grand procès historique. Il fait valoir que jadis, ici même à Toulouse, en 1762, le protestant Jean Calas était condamné sans preuve, puis exécuté alors qu'il clamait son innocence jusqu'à son dernier souffle. Maître Paillasson, très éloquent, souffle pour imiter le dernier soupir de Jean Calas. Il rappelle ensuite que Voltaire, oui, Voltaire lui-même, dans son traité sur la tolérance, affirmait en substance qu'il valait mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. L'acmé de son discours se résume à travers le poncif suivant. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières écrivaient pour défendre la présomption d'innocence. Au XXIe siècle, les Voltaires de notre époque écrivent désormais pour dénoncer, non pas lorsqu'un innocent est en prison, mais lorsqu'un homme a été innocenté. C'est l'heure de délibérer. Les magistrats tapisseries se retirent dans un placard secret pour décider de votre sort, Daniel. Contrairement à ce que vous croyez, l'issue du procès n'a rien d'évident. Rendre une décision conformiste, ce n'est pas un exercice simpliste. Parmi les tapisseries, l'une est véritablement convaincue de la culpabilité de Daniel. Elle estime que le témoignage d'une victime est un mode de preuve suffisant pour entrer en voie de condamnation. Les deux autres magistrats, eux, ne sont pas certains qu'il s'agisse d'un véritable prédateur sexuel, mais ils craignent davantage les conséquences d'une relaxe sur l'opinion publique. Les juges peuvent-ils encore prendre le risque de passer à côté d'un vrai coupable? Ce directeur, catholique intégriste, obsédé par l'interdiction de la masturbation chez les jeunes, n'a-t-il pas quelque part quelque chose à se reprocher? Et quel serait le message adressé à toutes les autres victimes, sincères et de bonne foi, qui ne peuvent pas saisir la justice en raison de difficultés probatoires des crimes et infractions sexuelles? Alors, le manque de preuves constitue-t-il un obstacle insurmontable pour rendre la justice? Évidemment non. Et c'est ainsi que dans sa décision rendue le 6 juin 2025, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. Daniel Chapelier coupable d'agression sexuelle et qu'il fut condamné à 5 ans d'emprisonnement, mais avec sursis parce qu'on n'était pas trop sûr non plus. Les juges ont considéré que la version donnée par l'élève de 14 ans était, je cite, plus vraisemblable que celle de Daniel Chapelier. Plus vraisemblable. Sentez-vous le doute qui imprègne la motivation du jugement? Dans son livre intitulé « Comment pouvez-vous les défendre ?», Maître Emmanuel Franck, ténor du barreau toulousain, explique mieux que personne le poids des dogmes et de la bien-pensance. Je cite, « Au commencement de l'erreur judiciaire, il y a bien souvent une conviction de culpabilité, des certitudes, un entêtement. Puis, la machine judiciaire s'emballe jusqu'à ce que la condamnation s'ensuive. Bien évidemment, je ne suis pas de ceux ou de celles qui pensent qu'il y aurait un quelconque plaisir ou une quelconque volonté de la part des intervenants judiciaires à faire condamner un innocent. Non, je crois le mal bien pire. Et c'est de parfaite bonne foi, en parfaite conformité, avec une intime conviction que certains professionnels ne se rendent même plus compte qu'ils sont les faiseurs d'un désastre judiciaire. Pourtant, le garde-fou existe. Celui de l'exigence de preuve, de la preuve, comme seule base possible à une condamnation. Mais ce garde-fou est mis à terre lorsqu'il risque d'égratigner
la conviction. Mesdames, Messieurs, au nom du très honorable combat de la libération des paroles des victimes de violences sexistes et sexuelles, nous, avocats et magistrats, nous opérons un glissement et nous nous éloignons petit à petit des principes invétérés de la justice française, tels que la présomption d'innocence, la sagesse, la mesure, la prudence, l'exigence d'une preuve et surtout l'absence de préjugés véhiculés par l'opinion publique. Dans ce contexte, être rigoureux et exigeant est peut-être devenu la nouvelle difficulté de nos métiers, où la nuance n'est plus admissible. Elle n'est plus audible par l'opinion publique, parce qu'elle suppose des efforts intellectuels que la bien-pensance réprime. Mais pour autant, faut-il se taire? Faut-il s'y conformer? J'en finirai en rappelant les propos d'Eugène Ionesco. Penser contre son temps, c'est de l'héroïsme, mais le dire, c'est de la folie. Et peut-être qu'à l'occasion de cette rentrée solennelle, nous devrions faire le choix audacieux de la folie et oser tenir des discours contre notre temps, plutôt que de risquer de manquer de jugement. Allez. Pour remettre le prix Alexandre Fourtanier, médaille d'or de la conférence à M. Benoît Shenton, premier secrétaire, j'appelle M. le bâtonnier Manuel Furet, vice-président du Conseil national des barreaux. Enfin, je vous rencontre. Il faut savoir que je ne vous connaissais pas. C'est quand même assez cocasse, Madame le bâtonnier, Monsieur le vice-bâtonnier, de me demander de remettre le premier prix à celui qui a devancé celle avec laquelle je travaille au quotidien depuis quelques temps. Mais, comme je l'ai dit, je vous ai vu et je vous ai surtout entendu. Vous n'aimez pas les dogmes, vous n'aimez pas le classicisme, vous n'aimez pas l'académique, mais par contre, vous ne le reniez pas pour autant, vous exprimez ce qu'il faut autoriser tout le reste. J'ai beaucoup aimé le salon des 1863, on a tous apprécié et on se rappelle que pour l'histoire, c'est ce salon-là dont on se rappelle, et pas l'autre. Donc vous l'avez dit, et vous l'avez dit d'ailleurs tous les deux, il faut oser, il faut changer, il faut accepter. Et quand vous évoquez la dissonance, je crois qu'il faut se rappeler, c'est peut-être ce qui peut faire la synthèse entre tout, qu'aujourd'hui, Francis Poulenc fait partie des classiques. Je vous remets donc ce prix et je vous félicite encore pour ce magnifique discours. J'appelle Madame la première présidente de la Cour d'appel pour remettre le prix Henri Ebelot, médaille d'argent, à Madame Clotilde Leroux, deuxième secrétaire de la conférence. Je n'aurais jamais cru qu'une tapisserie remet voilà. Et donc, je le fais bien volontiers devant l'opinion publique ici présente. Je ne sais pas si elle est bien ensemble, peut-être. En tout cas, je voulais vous dire que dans votre discours, Maître Coq, vous avez parlé de votre déplacement à Istanbul. Et voilà, je suis fière que vous ayez fait ça. Merci. Merci. Donc, toutes mes félicitations. Et voilà. Merci beaucoup.
Monsieur le procureur général, si vous voulez bien remettre le prix Joseph Lomond-Perronnet à Monsieur Valère El Alami, 3e secrétaire. Merci Madame la Bâtonnier de me donner l'occasion de remettre le 3e prix. J'ai toujours été convaincu que pour un jeune avocat, ou un jeune magistrat aussi, le 3e prix, c'est le plus beau prix. Parce que vous êtes sur le podium, parce que c'est la marque d'excellence, nécessairement, puis c'est l'assurance que vous allez briller dans le cadre de cette prestation, si malheureusement on ne pourra pas vous entendre aujourd'hui. Et en même temps, c'est un espoir. C'est que vous ne preniez pas trop vite la grosse tête, le melon, comme dirait les fils, et que, parce que vous avez quand même une petite marge de progression. Et puis c'est une certitude, c'est que vous êtes inscrit dans une dynamique, et cette dynamique, c'est de toujours rechercher le meilleur, de toujours chercher à être plus performant au service de notre idéal, l'idéal de justice, au service de la justice et de nos concitoyens. J'ai bien sûr lu votre prestation, j'ai beaucoup apprécié. Je regrette de ne pas l'avoir entendu. C'était bon sur le fond, c'était bon sur la base de l'humour, et surtout c'était très bon parce que vous avez évité un écueil majeur dans ce type de prestation, c'est d'attaquer le parquet ou le ministère. Et donc je suis très à l'aise pour vous remettre. Je vous dis honnêtement que vous faites honneur, les secrétaires généraux que je viens d'entendre, vraiment vous faites honneur au barreau de Toulouse, j'en ai beaucoup entendu les discours lors des rentrées et c'était effectivement de mon point de vue en tout cas très bon. Je vous confirme aussi, et c'est le parquet qui vous le dit, c'est pas un parquet qui craque, c'est un parquet qui est justement de son temps. Je vous le dis, votre discours était sur la censure, je vous le confirme, ne vous censurez jamais, ne vous censurez jamais lorsqu'il s'agit de protection de l'état de droit, ne vous censurez jamais lorsqu'il s'agit de défendre les libertés individuelles, et ne vous censurez non plus jamais lorsqu'il s'agit de respecter notre prestation de serment. Félicitations. J'appelle Monsieur le bâtonnier Jean-Luc Forger pour remettre à Madame Marjolette Groutot, 4e secrétaire de la conférence, le prix Françoise Duby. Je regrette, tout comme Monsieur le procureur général, de ne pas avoir entendu votre texte. Je l'ai lu, tout comme vous. Mais nous avons mesuré aujourd'hui combien la parole, l'éloquence, pouvait magnifier un texte. Et j'aurais aimé entendre votre texte et votre propos, le propos que vous avez soutenu lors du concours de la conférence du stage. C'est un propos qui, à vrai dire, s'inscrit dans le droit fil des propos que nous avons eus aujourd'hui. C'est l'anticonformisme, c'est la capacité à défendre, c'est la capacité à résister. Vous partez d'un postulat qui est que le Créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, dites-vous, s'est fait déborder par ses créatures. Ces créatures, ce sont peut-être nous. Et que ces créatures, depuis lors, vivent dans l'ascension. Et vous convoquez pour votre démonstration, vous convoquez Manet, le déjeuner sur l'herbe. Je me suis posé la question de savoir d'ailleurs si c'était bien celui de Manet ou celui de Monet, parce que la question aurait pu se poser, mais vous convoquez Molière, le Tartuffe, caché ce seul, vous convoquez Courbet, l'origine du monde, vous convoquez Podane, mais vous convoquez aussi l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, pour dire qu'il y a peut-être des censures permanentes qui viennent obérer les libertés. J'ai beaucoup aimé votre texte. Voilà. Nous avons beaucoup aimé votre texte. Je regrette que l'Assemblée, et l'Assemblée regrette, de ne pas avoir entendu votre propos. Je voulais simplement rappeler la dernière phrase de votre propos. Vous nous invitez à desserrer rien qu'un peu les rênes de notre monture et admirer comment le cou allongé elle galope. Vous terminez par ça. En quelque sorte, vous nous dites dans une harangue, je résume, lâchez-vous.
Lâchez-vous un peu. Et donc, cela pourrait venir clôturer très agréablement cette rentrée où tout le monde ne s'est pas parfaitement lâché. J'ai donc plaisir à vous remettre cette médaille et votre prix. Mais je dois vous dire aussi quelque chose. J'ai de l'émotion à vous remettre le prix Françoise Dupuis. Pour remettre le prix au lauréat de la petite conférence, j'appelle Maître François Cantier. Entière, évidemment. La distance qu'il faut mettre dans notre métier, qui est un métier de combat. Et cette distance, cette élégance, oui, c'est le panache. Alors, vous rentrez dans la profession, gardez ce panache, transmettez-le autour de vous. Et je suis là en tant que président d'Avocats sans frontières, vous serez le bienvenu dans nos rangs aussi pour porter le panache partout dans le monde, donc hors de nos frontières. Donc voici et la médaille. Merci beaucoup. Ah, bon, Alors avant de quitter cette grande chambre, je vous invite à rester assis encore quelques minutes et à fermer les yeux, si vous le souhaitez, pour écouter ce qui va suivre. Et j'appelle donc Madame Rondet. Chez mon ami Las Bastia,
Oh
Ouais. Vraiment, il y a une note. Bon. Ah, ça repart. Ça repart. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien enfin qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu n'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Merci beaucoup pour ce moment ultime de poésie dans le cadre de cette rentrée. Et je vais clôturer donc cette séance en vous invitant à nous retrouver tous ce soir dans un cadre un peu différent, un peu plus festif, à la Centrale. Merci d'être venus à notre rencontre. Merci beaucoup.